Le lendemain, 18 juin 2000, 185e anniversaire de la bataille de Waterloo, je m'installais de bonne heure à la terrasse du café au Maréchal Ney, à l'angle du boulevard et de l'avenue de Saint-Ouen. Le temps était parfaitement dégagé et la température déjà élevée. Avec le temps qu'il fait aujourd'hui, me disais-je, Napoléon aurait réglé son compte à Wellington en 3 coups de cuillère à peau, puis il se serait retourné contre Blücher et l'aurait expédié en enfer, ou à tout le moins jusqu'en Prusse. Ce qui n'aurait probablement rien changé en fin de compte, les Alliés étant décidés à se débarrasser de Napoléon coûte que coûte, et disposant à moyen terme d'une supériorité militaire écrasante. À la même heure, le 18 juin 1815, l'empereur et son état-major attendaient que le terrain, détrempé par les pluies de la nuit précédente, ait retrouvé une consistance plus favorable à l'offensive et au déploiement de l'artillerie. Plus ça traînait, plus le risque augmentait de voir les Prussiens déboucher sur le champ de bataille avant que Wellington eût été défait. De l'avis général, Napoléon, bien qu'affectant toujours une quasi-certitude de vaincre, était dans une forme moyenne. Quant aux soldats, ils étaient épuisés par les combats soutenus l'avant-veille, respectivement contre les Prussiens à Ligny et contre les Anglais aux Quatre Bras. À Ligny, Napoléon avait infligé aux Prussiens une défaite limitée qui laissait leur armée en état de livrer bataille, tandis qu'aux Quatre Bras, Ney, se méprenant sur le nombre d'Anglais qui lui étaient opposés, avait tergiversé, n'attaquant que trop tard, mal à propos et sans parvenir à les rejeter sur la route de Bruxelles. Un peu après 11 heures, à l'heure où le combat s'engage enfin par une intense canonnade suivie d'assauts infructueux contre la ferme fortifiée d'Hougoumont, je décidai de faire mouvement vers la porte de la chapelle. À mon avis, le grondement du périphérique offrait un équivalent acceptable des bruits de la bataille, et j'avais le sentiment qu'en explorant toutes les facettes de l'échangeur, qui en compte beaucoup, je parviendrais à dénicher un bout de terrain, si possible herbu, qui fut susceptible de jouer dans ma dramaturgie le rôle du plateau de Mont-Saint-Jean, sur lequel Wellington a solidement enraciné le centre de son dispositif. Venant de Clignancourt, j'abordai l'échangeur par l'ouest et, tout d'abord, je ne trouvai rien. Le square qui est au milieu peut être le seul square de Paris aussi inaccessible au public, et d'ailleurs tant mieux pour lui, était vraiment trop minable et aussi beaucoup trop sombre, trop encaissé entre les multiples bretelles du périphérique et de la RN1, et c'était encore pire avec le parking couvert, un endroit tellement lamentable, en dépit de la très relative note de gaieté qui introduit le stand de lavage de voitures à l'enseigne de l'éléphant bleu, avec ses amoncellements de détritus, ses flaques d'huile de vidange et d'autres fluides corrosifs, ses épaves de bagnoles cramées ou désossées et ses restes épars de vie brisée, je pèse mes mots, sacs de couchage pourris ou vieux matelas de mousse, que même une évocation de la Bérésina y eût été déplacée. Alors je revins vers la porte de la chapelle et j'attaquai de nouveau l'échangeur, mais cette fois par le sud-est, passant sous le pont de chemin de fer oblique, longeant le bâtiment du bowling, puis coupant la bretelle de raccordement au périphérique, avant de me rabattre sur la droite, dans la direction de la plaine et de l'impasse Marteau. Brillamment exécutée, et il est vrai non contrée, cette manœuvre fit tomber entre mes mains la position que je recherchais depuis le matin. Un petit pré en pente, de dessin triangulaire, un triangle dont les 3 sommets étaient situés dans 3 plans différents, planté de quelques arbres et borné vers le nord par la chaussée du périphérique, cette dernière aussi inexpugnable, pour le coup, que les célèbres carrés de l'infanterie britannique établis à contre-pente du plateau de Mont-Saint-Jean. Sur le pré se voyait une souche déracinée, un amoncellement de grands sacs poubelles noirs assez semblables à des chevaux morts, quelques vestiges de bacchanales nocturnes, boîtes de bière et vieilles shooteuses, et de larges traces de pneus imprimées profondément dans la terre molle, que je soupçonnais d'avoir été laissées par un véhicule tout-terrain de la police 3 jours auparavant, lors de la traque du Forcené.